À qui ne possède pas de fortune, rien ne sert d'être un charmant garçon. L'aventure est le privilège des riches, non l'affaire des chômeurs. Les pauvres devraient rester pratiques et prosaïques. Mieux vaut disposer d'un revenu régulier que du pouvoir de fasciner. Ces grandes vérités de la vie moderne, Hugues Erskine ne les comprit jamais. Pauvre Hugues. Nous devons bien reconnaître qu'il ne s'imposa guère par son esprit. Jamais il ne lui échappa un mot brillant ou simplement malveillant. Mais aussi, il avait belle allure avec ses cheveux bruns ondulés, son profil nettement découpé et ses yeux gris. Il plaisait aux hommes autant qu'aux femmes et possédait tous les talents, force lui de gagner de l'argent. Son père lui avait légué son sabre de cavalerie et une histoire de la guerre d'Espagne en 15 volumes. Hugues avait accroché le sabre au-dessus de son miroir, installé le livre sur une étagère entre le Ruff's Guide et le Bailey's Magazine, et vivait grâce aux 200 livres de pension annuelle que lui versait une vieille tante. Il avait tout essayé. Pendant 6 mois, il avait hanté la bourse. Mais que pouvait un papillon au milieu des taureaux et des ours? Il avait un peu plus longtemps été marchand de thé, mais le pekoé et le souchong l'avaient bien vite lassé. Il s'était ensuite essayé au commerce du sherry sec, mais cela non plus n'avait pas marché. Le sherry était décidément trop sec. Au bout du compte, il n'était rien devenu du tout, juste un jeune homme incapable et délicieux, au profil parfait, sans profession. Pour comble d'infortune, il était amoureux. La jeune fille dont il était épris se nommait Laura Merton. C'était la fille d'un colonel en retraite auquel les Indes avaient fait perdre sa bonne humeur et son appétit et qui ne les avait jamais retrouvés. Laura adorait Hugues. Le jeune homme était prêt à baiser les lacets de ses souliers. Ils formaient le plus beau couple de Londres et n'avaient pas un sou vaillant à eux deux. Bien que le colonel aimât beaucoup Hugues, il se refusait catégoriquement à envisager des fiançailles. Mon garçon, quand vous aurez 10 000 livres à vous, vous viendrez me voir et nous aviserons, avait-il coutume de dire. Ces jours-là, Hugues, l'air maussade, s'en allait retrouver Laura pour se faire consoler. Un matin qu'il se rendait à Holland Park, où habitaient les Merton, il s'arrêta un instant chez le peintre Alan Trevor, qui était un de ses grands amis. Peu de gens échappent à la peinture de nos jours, mais Trevor était aussi un artiste, et les artistes ne sont pas légion. D'allure étrange et fruste, avec son visage criblé de taches de rousseur, sa barbe hirsute et fauve, dès qu'il prenait le pinceau, ce n'en était pas moins un maître authentique, et on recherchait avidement ses tableaux. Il avait été très attiré par Hugues, et il faut bien reconnaître que la séduction naturelle du jeune homme fut d'abord l'unique responsable de cette attraction. Un peintre ne devrait jamais connaître que des êtres beaux et stupides, capables de charmer artistiquement le regard sans que leur conversation fatigue l'intellect, soutenait-il. Dandies et cocottes mènent le monde, ou devraient le mener. Pourtant, lorsqu'il connut mieux Hugues, il apprit à l'aimer aussi pour son entrain, son humeur enjouée, sa nature généreuse et hardie, au point de lui accorder la libre entrée de son atelier. Quand Hugues entra, il surprit Trevor en train de mettre les dernières touches à l'admirable portrait en pied d'un mendiant. Le mendiant en personne se tenait sur une estrade aménagée dans un coin de l'atelier. C'était un vieil homme rabougri,
au visage parcheminé, à l'expression infiniment pitoyable. Les épaules couvertes d'un grossier manteau brun qui tombait en lambeaux, de gros souliers rafistolés aux pieds, il s'appuyait d'une main sur un bâton noueux et de l'autre tendait son chapeau cabossé pour demander l'aumône. « Quel étonnant modèle !» murmura Hugues en serrant la main de son ami. « Étonnant, mon modèle !» hurla Trevor à pleine voix. « Je l'espère bien. On ne trouve pas tous les jours des mendiants comme cela. Une trouvaille, mon cher, un Vélasquez en chair et en os, juste ciel. Quelle eau forte Rembrandt en aurait tiré !»« Le pauvre vieux, dit Hugues, comme il a l'air misérable. Mais j'imagine qu'à vos yeux de peintre, son visage fait sa fortune. »« Évidemment, répondit Trevor. Vous ne voudriez pas qu'un mendiant eût l'air gai tout de même. »« Combien un modèle gagne-t-il pour poser ?» demanda Hugues, tout en choisissant un siège confortable sur le divan. « 1 shilling de l'heure. »« Et combien recevrez-vous pour votre tableau, Alan ?»« Pour celui-ci, 2000. 2000 livres 2000 guinées. Peintres, poètes et médecins ne reçoivent que des guinées. »« Eh bien, je trouve que les modèles devraient recevoir un pourcentage, » s'écria Hugues en riant. « Ils travaillent aussi dur que vous. »« Sornette, enfin quoi ? Songez à la peine que nous prenons rien que pour étaler la couleur et nous tenir debout devant le chevalet du soir au matin. Vous en parlez à votre aise, Hugues, mais je vous assure qu'il est des moments où l'art atteint presque à la dignité du travail manuel. Mais vous bavardez alors que je suis fort occupé. Fumez une cigarette et tenez-vous tranquille. » Après quelque temps, le domestique entra et avertit Trevor que l'encadreur souhaitait lui parler. « Ne vous enfuyez pas, Hugues, dit-il en sortant. Je serai de retour dans un instant. » Le vieux mendiant profita de l'absence de Trevor pour se reposer un instant sur un banc de bois qui se trouvait derrière lui. Il avait l'air si malheureux, si lamentable, que Hugues ne put s'empêcher d'éprouver de la pitié pour lui. Il tâta ses poches pour voir combien d'argent il avait sur lui, mais ne put trouver qu'un souverain et quelques pièces de cuivre. « Pauvre vieux, il en a plus besoin que moi, » songea-t-il à part lui. « Mais il faudra se passer de cab pendant 15 jours. » Là-dessus, il traversa l'atelier et glissa le souverain dans la main du mendiant. Le vieillard tressaillit et un léger sourire flotta sur ses lèvres flétries. « Merci, monsieur, dit-il, merci. » Trevor revint et Hugues prit congé, rougissant un peu de ce qu'il venait de faire. Il passa la journée avec Laura, qui le gronda délicieusement pour son extravagance, et dut rentrer à pied chez lui. Ce soir-là, il entra au Palette Club vers 11 heures et trouva Trevor assis tout seul au fumoir, buvant du vin du Rhin coupé d'eau de Cels. « Eh bien alors, avez-vous achevé votre tableau comme vous le souhaitiez ?» dit-il en allumant sa cigarette. « Achevé et encadré, mon garçon, » répondit Trevor. « D'ailleurs, vous avez fait une conquête. Ce vieux modèle que vous avez rencontré s'est entiché de vous. J'ai dû lui dire tout ce que je savais de vous, qui vous êtes, où vous habitez, combien vous gagnez, quelles sont vos perspectives d'avenir. Mon cher Alan, s'exclama Hugues, je vais probablement le trouver chez moi à m'attendre quand je rentrerai. Mais vous plaisantiez évidemment, pauvre diable. Je voudrais pouvoir faire quelque chose pour lui. Je trouve abominable qu'on puisse en arriver à ce degré de misère. J'ai des tas de vieux vêtements dans la maison. Croyez-vous que certains pourraient l'intéresser? Vraiment, c'est hard de tomber en loque. Mais il a grande allure sous ses hardes, répondit Trevor. Pour rien au monde, je ne le peindrais en habit.
Ce que vous appelez hard, pour moi, c'est l'aventure. Ce qui vous semble pauvreté, à mes yeux, paraît pittoresque. Je ne lui en ferai pas moins part de votre proposition. Allons, fit Hugues sérieusement, vous autres peintres n'avez pas de cœur. Le cœur d'un artiste? Mais c'est sa tête. D'ailleurs, notre tâche est d'incarner notre vision du monde, non de réformer le monde tel que nous le connaissons. À chacun son métier. Et maintenant, dites-moi comment se porte Laura. Le vieux modèle s'intéressait beaucoup à elle. Vous ne voulez pas dire que vous lui avez parlé d'elle dit Hugues. Bien sûr que si. Il sait tout de l'inflexible colonel, de la jolie Laura et des 10 000 livres. Vous avez parlé à ce vieux mendiant de mes affaires privées s'écria Hugues, très rouge et très colère. Mon cher garçon, dit Trevor en souriant, ce vieux mendiant, comme vous l'appelez, est un des hommes les plus riches de l'Europe. Il pourrait acheter tout Londres demain sans que son compte fût débiteur. Il possède une maison dans chaque capitale, dîne dans de la vaisselle d'or et peut empêcher la Russie d'entrer en guerre quand il veut. Que diable voulez-vous dire s'exclama Hugues. Ce que je viens de vous dire, répondit Trevor. Le vieillard dont vous avez fait la connaissance dans mon atelier était le baron Osberg. C'est un grand ami à moi. Il achète tous mes tableaux, ce genre de choses. Il y a un mois, il m'a passé commande d'un portrait de lui en mendiant. Que voulez-vous? La fantaisie d'un millionnaire? Et je dois dire qu'il campait un magnifique personnage sous ses hardes, ou peut-être devrais-je dire les miennes. Il s'agissait d'un vieux costume que j'avais acheté en Espagne. Le baron Osberg s'écria Hugues. Juste ciel! Et je lui avais donné un souverain. Il offrait l'image même du désarroi et s'effondra sur un fauteuil. Vous lui avez donné un souverain? Rugit Trésor, et il éclata d'un rire tonitruant. Mon cher garçon, vous ne le reverrez plus jamais. Son affaire, c'est l'argent des autres. Je trouve que vous auriez pu me prévenir, Alan, dit Hugues d'un air morose, et m'éviter de me rendre ridicule. Eh bien, pour commencer, Hugues, il ne m'était jamais venu à l'esprit que vous aviez l'habitude de distribuer vos aumônes de façon aussi inconsidérée. Je peux comprendre que vous embrassiez un joli modèle, mais quant à donner un souverain à un civil, par Jupiter, non. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'étais chez moi pour personne. Et quand vous êtes entré, je ne savais pas si Osberg aurait souhaité que son nom fût prononcé. Vous comprenez, il n'était pas en grande tenue. Il a dû me trouver bien sot, dit Hugues. Pas du tout. Il était d'excellente humeur après votre départ. Il riait tout seul et frottait ses vieilles mains ridées. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il tenait tellement à tout savoir sur vous, mais j'y suis maintenant. Il va investir votre souverain pour vous, Hugues. Tous les 6 mois, il vous en paiera l'intérêt et il aura une histoire sensationnelle à raconter après dîner. Je joue de malchance, grommela Hugues. La meilleure chose que je puisse faire est d'aller me coucher. Mon cher Alan, vous ne devez rien dire à personne. Je n'oserai plus me montrer dans le Row. Sornette, cela fait le plus grand honneur à votre esprit philanthropique, Hugues. Et n'allez pas vous enfuir. Prenez une autre cigarette, et vous pourrez parler de Laura tant que vous voudrez. Mais Hugues, qui ne voulait pas rester, rentra chez lui à pied. Il se sentait très malheureux. Alan Trevor ne se tenait plus de rire. Le lendemain matin, comme Hugues prenait son petit déjeuner, son domestique lui apporta une carte sur laquelle on pouvait lire « Monsieur Gustave Naudin, de la part de monsieur le baron Osberg ».
Je suppose qu'il vient demander des excuses, se dit Hugues, et il pria le domestique de faire monter son visiteur. Un vieux monsieur aux cheveux gris, qui portait des lunettes à monture d'or, dit avec un léger accent français « Ai-je l'honneur de m'adresser à monsieur Erskine ?» Hugues s'inclina. « Je viens de la part du baron Osberg, continua-t-il. Le baron, je vous supplie, monsieur, de lui présenter mes excuses les plus sincères, balbutia Hugues. Le baron, dit le vieux monsieur, avec un sourire, m'a chargé de vous apporter cette lettre, et il lui tendit une enveloppe scellée. Sur cette enveloppe, on lisait cadeau de mariage à l'intention de Hugues Erskine et Laura Merton de la part d'un vieux mendiant. Et à l'intérieur se trouvait un chèque de 10 000 livres. Quand ils se marièrent, Alain Trevor fut leur témoin, et le baron prononça un discours lors du déjeuner de noces. « Les modèles millionnaires sont bien rares, fit remarquer Alain, mais par Jupiter, les millionnaires modèles le sont encore plus.